Salut, c'est Marley et Ipti. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Entre nous, le format interview d'Entre deux podcasts. On y invite des étudiants entrepreneurs pour t'inspirer et te motiver dans ton projet. Alors si tu es un étudiant passionné par l'entrepreneuriat, assieds-toi bien confortablement et profite de cet épisode. La saison 1 d'Entre deux podcasts vient de se terminer, donc avant d'enchaîner sur une nouvelle saison avec de nouveaux invités, on a décidé de se présenter, nous les fondateurs du podcast Entre deux. On souhaite construire quelque chose de plus grand qu'un simple podcast, on a vraiment envie d'apporter un maximum de valeur, donc on va prendre le temps de créer quelque chose de propre. Et pour ça, on a besoin de vous. Si toi qui écoutes cet épisode, tu veux bien nous aider, envoie-nous un DM sur LinkedIn ou sur Insta pour qu'on puisse échanger avec toi et en apprendre plus sur tes besoins et tes problématiques du quotidien. Revenons à l'épisode. Aujourd'hui, on commence par Ipti. Petite intro rapide. Elle a commencé par ouvrir sa micro-entreprise pour travailler en tant que diététicienne nutritionniste et aujourd'hui, elle gère en ma compagnie le podcast que vous êtes actuellement en train d'écouter. Elle entame tout juste son M2 et va nous raconter son histoire un petit peu plus en détail. Hola Ipti, comment ça va? Je te donne la vraie réponse ou la réponse pour le podcast? La vraie. Non, ça va très bien, merci. Et toi? Ouais, ça va super, ça va super. Est-ce que tu peux, pour les gens qui nous écoutent, du coup, et qui ne nous connaissent pas encore très très bien, compléter un petit Mmh. peu ce que je viens de dire sur toi, s'il te plaît? Bah, Ipti, c'est mon surnom par lequel tout le monde m'appelle depuis plusieurs années. Mon vrai prénom, c'est Ibtihel. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? L'entrepreneuriat, c'est une histoire d'amour depuis longtemps. J'ai fait des petits projets à chaque fois. Et là, je me suis vraiment embarquée dans des plus gros délires et voilà. Ce qui est ouais, Non, je voudrais te dire d'autres choses, mais je te dirai plus tard. ça va arriver, t'inquiète. Raconte-nous un petit peu ton parcours, comme tous nos autres invités, à partir du Ouais. lycée jusqu'à maintenant, s'il te plaît. Mmh mh, mmh. Bah, au lycée, moi, j'ai fait une seconde générale, et s'est posé la question de quelle filière j'allais faire. Donc c'était forcément une filière générale parce que j'avais le profil un peu, 1re de la classe. Heu, j'étais première de la classe, c'est même pas le profil. Et donc j'avais hésité avec une ES au lieu de la S, mais comme j'avais plus envie de faire des études, de santé, bah, je suis partie vers une S et aussi parce que même si quand tu fais une S, ça t'ouvre vraiment beaucoup de portes. Et donc j'ai fait une S, donc une S, SSVT spé physique chimie pendant les 2 ans, première terminale. J'étais dans un tout petit lycée privé, dans une toute petite classe, on était je crois 12 à la fin. Un truc comme ça, ou 14? Non, on a démarré à 16, on a fini à 14. On a perdu des soldats au combat. Ils sont passés où? Ils ont alors, 1re personne, elle a changé de filière, 2e personne, elle a changé de lycée. Ok. Voilà, un peu j'appelle ça les Hunger Games. Et voilà, et pendant, bah, mes années lycée, j'ai commencé à organiser des petits projets avec, ma classe, qui étaient mes potes. Et on a organisé, bah, des projets caritatifs, donc en gros des récoltes pour les Restos du Cœur, donner main forte aux Restos du Cœur sur site. On avait après je m'emballais de ouf, hein. J'avais organisé des sorties scolaires parce qu'on sortait pas assez, je trouvais. Et Ok. il y avait les mais c'était vraiment des sorties genre, scolaires, on allait apprendre des trucs. Donc j'avais organisé une sortie un samedi. On est partis à la fête de la science. On avait écouté des conférences, des petites conférences. On a été partis au stand de la Sorbonne, là, Jussieu, sur le campus de Jussieu. On avait fait de la réalité virtuelle, la réalité augmentée, là, les casques et tout. On avait observé, du phytoplancton, enfin on était grave un délire, mais ça ça me faisait kiffer d'organiser des trucs comme ça. Et c'est toi qui as organisé ça? Parce que normalement, c'est Ouais. les profs qui font ça normalement quand t'es à Non, l'école, hein. non, non, bah, les profs ils se bougeaient pas, donc moi j'ai dit: «Vas-y, on se bouge, j'en ai marre, Ok. on en a marre d'être en cours», donc c'est moi qui organisais, genre, «Venez, on va là», la classe elle disait oui. Je donnais l'adresse, s'il y avait à prendre des billets, tout était gratuit quand tu es à 18 ans, tout est gratuit. Donc je prenais les billets et tout, je disais bien aux gens: «Bah, c'est tel transport, donc si vous avez pas de carte Navigo, faites bien attention d'avoir votre ticket, machin, rendez-vous à telle heure». Ah, tu faisais ça bien. Ah ouais, ouais, Incroyable. tout carré. Donc voilà, ça c'était pour le lycée et moi j'ai commencé à chercher ma voie depuis que j'avais 11-12 ans. Donc quand j'étais en 6e, je commençais déjà à me dire: «Qu'est-ce que je vais faire plus tard?» Donc autant dire que j'avais un petit cran d'avance Carrément. et donc ça m'avait permis de bien réfléchir. Moi je voulais être spécialiste de la nutrition. Je voulais être celle qui puisse donner des conseils et qui puisse être reconnue par l'État et la voie par excellence, c'est d'être, enfin le métier par excellence pour ce faire, c'est d'être diététicienne et pour être diététicienne nutritionniste à mon époque, parce que maintenant ça a un peu changé,
Il fallait faire soit un BTS diététique, soit un DUT, génie biologie, option diététique. Donc moi, j'ai opté pour le DUT parce que je voulais pas aller en BTS, je voulais pas aller, au lycée, je voulais pas continuer à être au lycée, je voulais aller en IUT, donc qui sont des instituts universitaires de technologie rattachés à des facs. Voilà, je voulais passer le cran supérieur pour différentes raisons. Tu as plus de liberté quand tu es dans un IUT que quand tu es dans un lycée, et donc voilà. Et en plus, le DUT est très formateur dans le sens où, enfin, comme tu es déjà un peu inséré dans le système de la fac, bah, après pour poursuivre tes études, c'est un peu plus facile. Mmh. C'est ce qui est écrit du moins sur le papier. Donc il faut savoir que le DUT à mon époque, il y avait qu'une seule classe dans toute l'Île-de-France, OK. et donc il y avait en gros 30 places pour être diététicienne en Île-de-France. Après tu avais en province, donc je crois qu'il y a peut-être, il y avait peut-être 10 autres IUT, quelques ou moins, qui étaient, qui faisaient ce DUT. C'est pas beaucoup. Moi j'ai postu ouais non, c'est pas du tout c'est très peu. Bah, ouais. Maintenant il y en a 2 à l'heure actuelle, il y en a 2 en Île-de-France, mais à mon époque, il y en avait qu'un seul, c'était à Créteil. Moi ça m'a arrangé. Et donc bah, j'ai postulé. J'ai postulé à celui de Paris, celui de Lyon. Je suis pas allée plus loin, au mes risques et périls. J'ai été prise, dès le début, donc j'ai eu de la chance, mais j'avais énormément travaillé depuis la seconde pour avoir un dossier nickel, avoir des notes nickel, avoir même un CV, tu vois? Je mettais mes expériences d'organisation de sortie, mes expériences caritatives, je les mettais déjà sur mon CV parce qu'en 17 ans, tu as un CV, il est nul, Ouais, trop souvent, il est vierge, nul. hein. Mais je me dis: «Attends, il y a des trucs à mettre quand même». Donc j'avais déjà mis des trucs comme ça, je m'étais donné toutes mes chances et ça avait payé. Mais j'étais consciente qu'il me fallait un dossier nickel depuis que j'étais en seconde. Donc je m'étais mise à taffer dès le premier trimestre de seconde et non au dernier trimestre de terminale. Donc ça avait beaucoup joué aussi. Donc voilà, je fais ma petite vie, je vais en DUT. C'est super, dur mentalement. On OK. a cours de 8 heures à 17 heures tous les jours. On a des TP de 4 heures, on a des comptes rendus à faire le soir chez nous, on est en contrôle continu, donc on est un peu tout le temps sous pression. L'ambiance est ce qu'elle est, pas rentrer dans les détails, donc c'est super compliqué. Mais on arrive au bout. Il y a le covid qui calme un peu les choses parce que, bah, j'étais chez moi à la fin de mon DUT, donc c'était plus cool. Et après se pose la question de qu'est-ce que je fais après? Je voulais continuer en bac+3 parce que je voulais avoir un bac+3 pour pouvoir continuer un master après. Et donc je me suis dit: «Bah, fais un bachelor en nutrition sportive» parce que, j'aime bien le sport et que pendant mon DUT, j'avais passé mes diplômes. Donc j'avais passé 2 diplômes pour être entraîneuse de taekwondo. Parce que depuis 2017, je suis ceinture noire de taekwondo et j'ai à mon actif 15 ans de taekwondo. Donc je me suis dit: «Autant passer le cap supérieur et devenir entraîneuse». C'est un diplôme professionnalisant et tout, donc il y avait vraiment une grosse partie de ma vie qui était dans le sport. Donc je me suis dit: «Allez, bachelor en nutrition sportive». Le bachelor, la moitié, je le fais chez moi parce qu'on est confinés, donc c'est très compliqué d'être tout le temps chez soi et il y avait pas de sport parce qu'on était confinés aussi. Donc voilà, je passe une année, pas ouf. Après je vais en stage, je fais mon sta j'arrive tout de même à trouver un stage à Paris, OK. dans un truc qui existe plus actuellement, dans un club, enfin, une salle de coaching sportif privé, qui existe plus actuellement hélas. Et donc je fais mon stage là-bas et après je me dis: «OK, moi j'ai envie de continuer en marketing. C'est fini la nutrition, j'ai envie de continuer en marketing parce que j'aime bien l'entrepreneuriat». Et l'autre chose que j'ai pas dite, c'est qu'en validant mon DUT, j'ai ouvert un mois après mon entreprise, donc ma micro-entreprise pour faire des consultations, à mon compte. Donc en gros, je me déplaçais chez les patients ou alors je faisais des trucs en ligne, des consultants en ligne, pour accompagner les gens, dans leur objectif diététique. Donc voilà, j'ai dû, trouver comment on fait un ciré, comment on s'enregistre en tant que professionnel de santé auprès de l'ARS, l'agence régionale de santé, quelles sont les obligations par rapport à mon métier. Donc moi, je suis obligée de prendre une assurance professionnelle. Donc comment tu fais un devis, quelle assurance tu contactes, comment pas se faire arnaquer, enfin il y avait plein de trucs comme ça super formateurs. OK. Mais en fait, je me suis trop attardée sur le côté administratif et pas assez sur le côté marketing, parce que j'étais persuadée que dans la santé, il y avait pas besoin de tout ce qui était marketing et de se vendre et cetera. Donc une mentalité, nulle, débile, stupide et heu et donc forcément, j'avais pas beaucoup de consultations parce que je travaillais pas assez ma communication, même si j'avais une page Insta et que j'étais en train de faire un site web. Je me la donnais pas assez. Mais en vrai, ça m'arrangeait parce que ça me faisait quelques consultes, je gagnais un peu de sous et après je faisais ma vie. OK. Donc en vrai, cette situation ne m'embarrassait pas. Donc voilà, j'étais un peu en mode, YOLO et donc après vient l'épisode, je fais ça pendant 1 an, donc de octobre 2020 à octobre 2021 à peu près OK.
Et donc après, je me dis: «Je vais aller en master, je vais aller en master de marketing» parce que j'ai des ambitions entrepreneuriales qui sont plus grandes et je suis bien consciente qu'il y a besoin quand même de s'y connaître un peu plus en marketing. Donc je me dis: «Je vais faire un master en marketing, entrepreneuriat marketing ou marketing et management», je sais pas quoi. Je fais toutes les démarches, je vais être pris quand même dans un master qui est sélectif, qui est bien noté, machin et tout, je postule en IAE, qui sont des instituts, administratifs, IAE, ça veut dire quoi déjà? Je ne sais plus. Je crois que c'est Institut Administration des entreprises, un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça. En gros, c'est des écoles de management qui sont rattachées à des facs. Donc en gros, tu vois, c'est un truc un peu sélectif, c'est pas la fac, mais c'est gratuit. Donc le combo parfait et j'ai réussi à passer un seul entretien pour un seul master. C'était ma dernière carte T'avais un qui a été plan B? refusée à hein? T'avais un plan B? J'avais un plan Z, je l'appelle plan Z parce que c'était vraiment un master dans lequel je voulais pas aller, OK. mais j'avais été acceptée. Donc bon, c'était un master pas très professionnalisant, très loin de chez moi. J'avais la flemme de prendre un logement et cetera. Donc voilà je passe l'entretien se passe super bien et le mec à l'entretien me parle comme si j'étais déjà une de ses étudiantes. Il me dit: «Non mais cherche une alternance, fais le master en alternance. Toi ça va être intéressant parce que tu as pas un profil gestion marketing management et tout». Et moi je voulais pas de faire, d'alternance. Je voulais pas être salariée, ça me saoulait, je voulais pas, j'aime pas le salariat de base. De base. Je le dis, Mmh. pour pas me flinguer des chances, bref. Et hem et donc je me dis: «Bah, peut-être qu'il a raison», donc je cherche une alternance, ça m'a pris je crois 2-3 mois pour trouver l'alternance. C'est très compliqué quand tu as un dossier comme le Ouais, mien, clairement, ouais. j'arrive, je suis une diététicienne, je dis: «Je vais en master de marketing», Mmh. donc c'est des les profils master, ils sont plus recherchés que les profils bachelor ou BTS, tu vois? Que les premières années et je dis: «Je vais faire un master de marketing, mais j'ai 0 expérience. Je suis juste un peu entreprenante mais fais-moi confiance, je vais te faire, du marketing chez toi». Bah, les gens ils te font pas de confiance, tu as pas trop d'expérience, C'est tu un compliqué, peu tu es culotté, c'est ouais. tout. Mais j'avais confiance en moi, j'avais confiance en ma capacité à pouvoir m'intégrer dans une entreprise et à pouvoir apprendre surtout. Je me suis dit: «Ça va pas être super compliqué, je vais pouvoir apprendre quand même» et je target des entreprises dans le digital, de la startup nation et notamment dans la santé et aujourd'hui j'ai été prise, fin juillet, dans une entreprise non mi-juillet, fin juillet, bref, dans une entreprise qui s'appelle, Barnabé.io et chez qui j'entame ma deuxième année d'alternance. Donc voilà et je travaille dans une start-up incubée à Station F, OK, à Paris. OK, très clair. Il y a eu un gros décalage entre, ce que j'ai pu faire avant et ce que je fais maintenant. Carrément et ça va entraîner la prochaine question, parce que du coup, tu nous as dit que tu as commencé en tant que diète, Ouais, tu as fait des études là-dedans, en tant que diète ouais, pro même, du coup, tu as exercé là-dedans et là, ouais, tu es dans le marketing. ouais. Déjà, première question, quand tu as fait ce revirement au niveau de l'école, est-ce que tu as trouvé ça chaud ou pas? Je te demande ça parce Non. que, en gros, bah, moi, tu vois, j'ai eu, un parcours assez, simple, éco-gestion, bam, tu arrives à l'IAE, Mmh tu sais, c'est Ouais. limite la porte est déjà ouverte et Mmh. j'ai vu des gens qui arrivaient d'horizons complètement différents. Mmh. Pour eux, fallait passer les concours, fallait passer l'oral, tu vois? Et ils étaient archi stressés parce qu'ils étaient pas du tout du milieu, tu vois? Toi, ça Ouais. s'est passé comment? Toi, c'est arrivé, tu fait, «Hello, je suis Détente. déter En et vrai c'est bon»? ouais, c'est ça, c'est la Ouais. mentale. En vrai, j'étais stressée, ça me stressait, je me dis: «Mmh, tu te fais des trucs genre, imagine tu as pas ci, imagine tu as pas ça, imagine j'arrive pas à trouver un truc». Mais en fait, ça, c'est des trucs, tu peux pas jouer dessus, tu peux pas savoir. Donc faut vraiment mettre tout ce que tu as en toi pour réussir. Et donc moi, en bachelor, j'avais vite fait des cours de marketing. Donc on va dire que c'était de l'initiation au marketing parce que genre j'avais eu, 1 heure de marketing par semaine pendant genre, même pas 6 mois. OK. Pendant 6 mois, on va dire. Donc on peut vraiment dire que c'est de l'initiation, tu Mmh, vois? clairement. Mais les 4 P, ça me disait un truc. OK. Donc c'est des choses qui sont très théoriques parfois, même si on peut les appliquer aussi, De fou. dans dans l'entrepreneuriat, tu vois? D'une manière ou d'une autre. Mais quand tu arrives en entretien pour entrer en master de marketing, il veut pas que tu lui fasses une stratégie et que tu lui dises: «OK, c'est quoi, fake it until you make it, fais-moi une page de vente» ou je sais pas quoi. Tu es pas dans de l'opérationnel. Mmh. Tu vas en master, c'est assez théorique, c'est comme ça, c'est les études. OK. Donc le mec, il me pose des questions sur les 4 P et cetera et en vrai, c'était intéressant. Il m'a dit: «Est-ce que tu peux, par exemple, appliquer, les 4 P, donc la politique de prix, produit, promotion et distribution, heu à ton activité de diététicienne nutritionniste en libéral?» OK. Je trouvais que cette question était très pertinente personnellement, enfin, Mmh. parce que ça te permet de croiser la théorie et la pratique finalement. Donc moi je réponds et tout. Après faut pas se braquer et donc après quand j'arrive en master, bah, le master en première année franchement
Si j'avais été en gestion avant, je me serais un peu ennuyée parce que c'était vraiment les bases des bases et genre mes potes, ils avaient déjà un peu tout fait déjà. Moi, j'étais là en mode découverte, les profs, c'était assez clair ce qu'ils disaient. Je trouvais pas ça, très compliqué en fait. C'est tu une leçon, la prof elle explique, si t'as des questions, tu poses ta question et tu revois tes cours si tu besoin de les revoir et voilà, basta. C'était pas pour moi, c'était pas compliqué. Après, peut-être que pour d'autres ça l'est, mais voilà. En fait, je m'étais vraiment mis dans une logique étape par étape. Genre étape, première étape, tu soumets ton dossier, pour entrer en master. Deuxième étape, tu vas en entretien. Troisième étape, tu trouves ton alternance. Quatrième étape, tu essaies de valider ton bachelor parce que ça se valide en octobre Ah oui, et que OK. la rentrée elle est en septembre en master. Donc ça va être, full clos, mais c'est pas grave, tu fais ce que tu peux. Je et voilà en fait. Après, bah, comme je t'ai dit précédemment, j'ai un profil, première de la classe, je travaille, j'écoute, je suis intéressée donc ça facilite, tu vois? Le dossier Et scolaire, en vrai, il aide un peu quand même. ouais, 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 donc il y a toute cette partie-là. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais en tout cas, Si, si, t'as c'est un peu répondu. la mentale. T'as répondu carrément. OK. Et du coup, là, aujourd'hui, l'activité de diète pro, c'est fini, fini? En fait, de base, j'ai un projet, de développer des outils pédagogiques en nutrition, OK. et pour ce faire, je suis rentrée dans un pépite l'année passée, donc qui sont des pôles entrepreneuriaux rattachés pour les étudiants pardon et rattachés à des facs. Et donc ça m'a permis aussi de découvrir, des petits trucs en entrepreneuriat, rencontrer d'autres étudiants entrepreneurs et cetera. Mais ce projet, il est un peu en stand-by parce que, j'ai pas le temps d'avancer dessus. Je ne prends pas le temps d'avancer dessus et quoi d'autre? Et je sais ce qu'il faut que je fasse actuellement pour avancer, mais je le fais pas parce que, bah, en vrai, comme je travaille en start-up, genre j'apprends plein de trucs. Mmh. J'apprends plein de trucs dans le secteur de la santé, dans le secteur des outils pédagogiques et cetera. Donc en vrai, mon activité, d'alternante, de salariée, elle m'aide déjà à me donner quelques idées sur la suite des choses. OK. Après, est-ce que j'irai au bout de ce projet? Je ne sais pas. Est-ce que l'activité de diététicienne est définitivement terminée? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai mis une croix sur la nutrition? Non. Bah, en fait, en étant dans une entreprise en santé, j'ai utilisé mes skills de diététicienne Mmh. et c'est pour ça que j'ai été, recrutée. Parce que j'avais cette expérience et cette connaissance du milieu de la santé. Si tu regardes sur le blog de barnabé.io, tu vas voir qu'il y a des articles qui sont signés en mon nom et ces articles, je les aurais pas aussi facilement écrits si j'avais pas, fait mes études de diététicienne. Bien Je veux sûr, dire, bien quand tu as sûr. un article qui est, «Comment avoir une alimentation, saine et équilibrée», un truc comme ça, bah, ça, je l'ai écrit, parce que je suis diététicienne et je l'ai écrit facilement, enfin plus facilement parce que je suis diététicienne OK. et même chose pour des articles à destination des professionnels de santé. C'est parce que j'arrive plus facilement à me mettre dans leur peau parce que je suis professionnelle de santé et que, j'ai connu enfin après j'ai exercé vite fait, mais je suis toujours en contact avec des pros qui sont face à des réelles problématiques et cetera. Donc voilà pour la partie diététique. Tu baignes toujours un peu dans le milieu, en gros. J'ai gardé un pied, ça c'est clair et net. OK. Et là, aujourd'hui, du coup, tu es dans le marketing. Ouais, Tu as fait un virage, de fou. ouais. Pourquoi? En fait Pourquoi ce virage? ouais, pour moi, c'était pas vraiment un virage. OK. Genre, les gens quand je leur dis: «Je suis en master de marketing», ils me disent: «Ah, tu t'es reconverti?» Je suis là en mode: «Bah, pour, se reconvertir, faut déjà avoir un peu d'expérience», mais bref. Hem, En gros, pour moi, c'était plus une idée de compléter mes compétences de base. C'était vraiment mon intention première. Je me suis dit: «Il te manque des skills en fait, tu es nul en marketing, il y a des choses que tu as pas captées, heu, bah, va chercher en fait les compétences». J'avais pas le réflexe, de faire des d'aller sur YouTube, d'être sur LinkedIn et tout, j'avais pas ça pour moi, c'était à l'école, en fait et avec un stage de 6 mois ou OK. avec une expérience, que tu te construis toi-même. Aujourd'hui, ma mentalité, elle a vraiment beaucoup changé, mais je regrette absolument pas d'être rentrée en master, OK. c'est clair. Et du coup, tout à l'heure, tu nous disais que, complexe, tu vois, tu es arrivé en master marketing, tu étais diète. Mmh, Quand tu te présentes auprès des entreprises, quand tu cherches une alternance, mmh. dur de te faire confiance. Est-ce que Ouais. tu t'es formé solo en marketing ou est-ce que tu as suivi que les cours? Et tu vois, enfin, auprès des entreprises, tu vois, je pense que si tu t'es formé un peu, ça peut être un peu plus vendeur. Est-ce que tu as eu une petite formation, toi, de ton côté solo et tu as fait en mode: «Ouais, je sais faire ça, ça, ça», ou tu es vraiment arrivé en freestyle un peu et en disant: «Je suis ultra déter et je Non, vais apprendre»? non, j'essaie quand même de me mettre en avant. Je leur disais que j'avais fait du marketing en bachelor. Je leur disais que, j'étais quelqu'un qui apprenait vite et de toute façon mon dossier était là pour montrer la vérité. J'étais en train de dire que, bah, voilà, j'avais construit ma première expérience et que j'étais partie chercher mes premiers patients toute seule et cetera. Heu
et puis après, il y a des skills, tu vois, que tu as besoin en marketing parfois et que tu as pas besoin forcément d'avoir fait des études de marketing avant ou de s'y connaître. Par exemple, l'écriture et savoir écrire. Je veux dire, quand moi j'ai fait des études de scientifiques de base, mais si tu sais pas écrire, t c'est mort. Ah, c'est pas fou. C'est compliqué pour toi. Tu as des rédactions à faire, tu as des synthèses à faire, tu sais pas synthétiser tes idées. C'est fini pour toi. C'est pas que c'est fini, je suis un peu trash, mais c'est chaud si tu sais Pas genre on facile avait en des vrai. dissertes à faire en SVT, des dissertes SVT, mais pardon, c'était relou, fallait bien écrire. Genre une des une des choses qui faisait que tu avais des points en plus, c'était le fait que ce soit bien écrit, que tu saches bien aligner tes idées, et ça, aujourd'hui, je m'en sers en marketing et si j'avais pas fait des études scientifiques, si j'avais pas fait un bac S, si j'avais pas fait un DUT derrière, j'aurais pas ces compétences-là, je pense, aujourd'hui. En tout cas, pas aussi poussées, pas au OK. stade où j'en suis aujourd'hui, tu vois? Donc voilà. Après, c'est bête, un truc que j'aurais dû faire, c'est faire, les formations Google, numérique, Google Atelier numérique, les formations, HubSpot. Yes. Il y avait des Open Classroom, trop bête. En fait, j'aurais pu genre grave rajouter ça sur mon CV. Ça prend, pas beaucoup de temps d'avoir des certifs. Entre nous, parfois tu vas trouver les réponses sur internet, si ça permet d'avoir un certificat officiel et de le rajouter sur ton CV, pourquoi pas? Si ça peut rassurer la personne que tu as en face de toi, pourquoi pas? Voilà, j'aurais dû lire des livres et tout. Franchement, j'étais, là, 1 an en arrière, je me suis franchement dit: «Tu es une cassos, c'est normal que tu aies pas été acceptée, quoi». Donc heu, donc voilà. Après le principal, tu vois, c'est que tu aies trouvé un job aujourd'hui Ah et ouais, que de tu ouf. puisses quand même continuer à progresser, tu vois? Mmh. Et Tout à fait. du coup, tu es aussi entrepreneur. En fait, tu vois, tu as un profil qui est assez, moi je trouve très cool parce qu'en fait, tu as commencé en mode, 1 de la classe et tu vois, moi Ouais, souvent les premières de la classe, elles vont, au fond, enfin, elles vont terminer les études, en ouais, suivant les codes, tu vois? ouais. Et toi, à un moment, tu as dit: «Bah, j'ai envie d'apprendre, bah, j'apprends solo, genre Ouais, j'entreprends, je deviens ouais. diète». Là, tu as monté un Mmh. podcast, du coup, bah, avec moi et Ouais. est-ce que, l'entrepreneuriat t'a appris des choses que l'école ne t'a pas apprises, par exemple? Je sais pas si tu as des exemples, des idées? Ouais, l'entrepreneuriat m'a appris, ma première année d'entrepreneuriat en tant qu'auto-entrepreneur m'a me définir une identité professionnelle. Je m'explique. Quand tu es entrepreneur, tu es amené à travailler avec, des clients, avec des prestataires et cetera, et donc en fait, tu vas travailler avec des gens et tu vas aussi parfois associer ton image à eux. OK. Très important ça, et en fait, si leur image, elle est pas alignée avec tes valeurs, tu vas pas être bien, en fait. Tu vas te rendre compte qu'il y a des gros couacs, tu vas pas réussir à dialoguer avec eux, tu vas pas réussir à trouver un point d'entente. Ça va être galère, ça va être que du stress, en fait. Et en fait, si tu te poses pas un minimum pour te dire: «Qui je suis? Qu'est-ce que je veux faire? Comment je veux travailler et avec qui?» Bah, en fait, tu vas te prendre des baffes. Tu vas te prendre des grosses baffes. Moi, c'est ce qui m'était un peu arrivé, parce que, 1re année d'expérience, je m'étais pas j en fait, je me suis pas dit: J'arrive dans un endroit et je dis: «Bah, voilà, c'est comme ça que je bosse et comment vous, vous bossez, j'aimerais bien savoir». Et comment on peut s'entendre? Et donc en fait, le fait de définir tes valeurs, bah, en fait, ça va te permettre de bosser avec des gens qui te ressemblent et d'attirer les personnes qui te ressemblent. Et ça, non seulement on se l'apprend pas à l'école, mais il y a plein de choses qu'on t'apprend pas à l'école et tant mieux parce que sinon on serait vraiment trop dépendant de l'école, et on va pas forcément te l'apprendre quand tu vas rentrer dans le milieu professionnel. C'est-à-dire que même quand tu vas faire un stage, même quand tu vas faire une alternance, même quand tu vas avoir un CDI, on va pas forcément te dire: «OK, quelles sont vos valeurs professionnelles? Sur quoi, pour vous, qu'est-ce qui est important pour vous dans le milieu du travail?» et cetera. Ça, personne, enfin, c'est très rare. Ça se développe un peu, mais c'est rare. En fait, c'est super important parce que c'est ce qui fait que tu vas, même quand il y aura des moments où ça va être compliqué, bah, tu vas t'accrocher parce que tu sais pourquoi tu le fais. Tu sais pourquoi tu travailles avec cette personne-là. Donc c'est la grosse, grosse leçon, moi, l'année passée, parce que j'avais travaillé avec des personnes, en fait, avec qui on n'était pas alignés, c'est tout. Ça veut pas dire que moi je suis mieux qu'eux, qu'ils sont moins bons que moi et qu'ils sont mieux qu'eux, que moi, enfin, rien à voir. C'est juste qu'on n'était pas du tout on n'avait pas la même vision. Et tu vois, la vision d'une entreprise, c'est un truc qu'on t'apprend à l'école. C'est un truc, la vision, mission, objectif, c'est des trucs qu'on t'apprend à l'école qui te paraissent trop bêtes, mais en fait, c'est de la stratégie un peu, et c'est juste qu'on n'arrive pas à le superposer sur nous-mêmes. Pour nous, enfin, quand on l'étudie sur des grosses entreprises, la vision de Nestlé, la vision de Apple. Mais c'est quoi ta vision à toi? C'est quoi la vision de Ibtihal Heil? C'est quoi la vision de Marley Kervolan, tu vois? C'est super important, et c'est pour ça que nous, quand on s'est dit: «On va taffer ensemble»,
On a fait un gros travail sur ça. On s'est dit: «OK, c'est quoi ta vision? Qu'est-ce que tu veux faire? Quelles sont tes valeurs? Sur quoi tu déroges pas? Sur quoi tu es souple? Comment tu as envie de travailler?» Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense et je croise les doigts, on arrive à bien travailler et qu'on continuera à pouvoir bien travailler parce que les bases, elles sont là. Bah, pour l'instant, ça se passe très bien, hein, écoute. Ouais, Donc on peut dire que enfin, c'est une preuve encore une fois que l'école et l'entrepreneuriat sont 2 choses complémentaires. tout à Même fait. si, de mon point de vue, on rentrera pas dans le sujet, l'entrepreneuriat passe 1000 fois au-dessus. Ouais, en fait, ça dépend après de toi, comment tu as l'habitude de travailler, dans quel master tu rentres, dans quelle école tu rentres. Il y a beaucoup de variables comme ça qui se voient pas forcément, et qui font que, bah, il y a des personnes, elles pourront pas être compatibles avec l'école. Mmh. Moi, finalement, je pense que pour le côté master marketing, je m'en sors bien parce que j'en avais pas fait Mmh avant. mh. Mais, si on te prend toi, on verra ton épisode, ou on va prendre, Marwan par exemple, si on écoute son épisode aussi, et c'est normal qu'au bout de 5 ans, vous vous ennuyez, que vous compreniez pas à quoi ça sert parce que vous avez envie de mettre les mains dans le cambouis et surtout que vous avez le profil des personnes qui mettent les mains dans le cambouis et qui apprennent comme ça. Il y a des personnes qui apprennent, en mettant un peu les mains dans le cambouis, mais aussi en ayant une grosse partie théorique, en réfléchissant, avec cette grosse partie qui se passe que dans la tête et qui fait qu'on fait pas forcément les choses au début, mais qu'on se sent mieux comme ça et c'est aussi important d'accepter qu'il y a différents profils dans l'entrepreneuriat. En vrai, je suis trop d'accord, mais tu vois, moi, ce que j'ai vécu, c'est que en fait, j'ai eu la partie théorique à l'école, si tu veux, et tu vois, tu le disais très Mmh. bien, tu apprends les cas de Nestlé, de Nike, de Apple, Mmh. mais quand je suis arrivé en entreprise, j'ai rien compris à ma vie, je vais pas te mentir. Enfin, je suis arrivé dans une entreprise et je me suis rendu compte qu'en fait, le monde sur les réseaux, il est tout beau, tout rose. Ouais, j'ai chopé mon premier client, ouais, j'ai fait ci, j'ai fait ça, Mmh mais mh. techniquement, tu en déficit ou pas, tu vois? Techniquement, Mmh. est-ce que tu arrives à recruter des gens? Est-ce qu'en interne, ça se passe Mmh. bien? Tu vois? Mmh. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit: «Ah ouais, en fait, quand tu entreprends, tu te rends compte de la vérité», tu vois? Parce que voir les Ouais, gens qui te disent, «Ouais, du coup, j'ai généré 10 000 € ce mois-ci», OK, c'est ouais. bien, mais tu as payé quoi? Tu as fait quel sacrifice pour arriver à ces 10 000 € là, tu vois? Et ça, ils en parlent jamais. Et ça, la Et puis ça se trouve, ses dépenses, c'est 20 000 €. bah, ouais, tu vois? Non, mais ça peut clairement être ça. Et tu vois, c'est une culture de l'apprentissage, culture de par l'échec, en fait, tu vois? Même des fois, que, je Mmh trouve qu'on mh. n'a pas assez en France et c'est assez dommage. Mais c'est des choses qu'on vit que quand on entreprend parce qu'à l'école, c'est Ouais, pas des choses qu'on t'apprend, tu vois? Mais c'est exactement. vrai que c'est complémentaire. Je suis tout à fait d'accord avec toi, d'autant plus que, genre, il y a des fois, je lisais des trucs et tout sur l'entrepreneuriat et je comprenais pas. Je dis: «Mais qu'est-ce qu'ils font les gens pendant des heures à travailler? Qu'est-ce qu'ils font? Genre, c'est pourquoi ils prennent autant de temps à mettre en place une stratégie marketing? Genre, c'est bon, c'est tu ton template, fais ton template et active», tu vois? En fait, quand tu te rends compte, quand tu mets les mains dans le cambouis et tout, tu te dis: «Oh la dé» en fait, il y a des choses comme ça que tu peux pas anticiper, que tu peux pas prévoir, des questions que tu vas te poser qui vont tout remettre en question et en fait ça, tu le rencontreras pas tant que tu travailles pas. Et ça, c'est trop Tant que tu vrai. entreprends pas, tant que tu passes pas à l'action et je m'en suis rendu compte, bah, avec mes expériences en fait. Et ça, c'est trop, trop vrai. Et rien que la communication, ça, c'est vraiment un truc qui m'a marqué. Moi, pour être honnête, les gens qui faisaient de la com, qui publiaient sur les réseaux et tout, franchement, je me disais: «C'est facile», tu vois? J'ai monté mon premier projet, je me suis occupé Mmh. de Insta, j'ai testé TikTok vite fait et Facebook. J'ai pas compris, ce qui se passait dans ma vie. Vraiment, c'était super long de créer des posts. Fallait en fait, il y a toute une phase de création, de réflexion, puis après, il faut que tu fasses le post, que tu le postes. Et en fait, c'est un truc de ouf comment c'est dur. La communication, les Mmh. gens qui font de la com, ils sont très forts à mes yeux maintenant Ouais, aujourd'hui. Mais ça, je l'ai ouais, appris ouais, qu'en le faisant, tu vois? Donc en ouais. fait, ouais, c'est ouf. Tu as tout l'aspect stratégique, genre, qui est destiné ma communication, donc tu définis ta cible et après ta cible, enfin, elle est où? C'est Sur ça, quel réseau? c'est ça. Alors que tu vois, nous, bêtement, moi, bêtement, bah, je suis diététicienne, je vais ouvrir un compte Instagram. Bon, bien heureusement, il y avait ma cible dessus, mais heu, c'est pas forcément le réflexe à avoir, en fait. Tu choisis pas ta plateforme parce que tu kiffes cette plateforme-là. Tu choisis ta plateforme parce que ta cible est dessus. Donc déjà, si tu as pas ça en tête, c'est tu vois, la base, elle est pas là, tu vas travailler pour rien. Après, quel type de contenu? Tu es vachement dépendant des algorithmes. Là, Instagram, il y a 2 ans, c'est pas du tout la même chose qu'aujourd'hui. Clairement. Les gens, ils ont commencé en postant des bêtes de photos, ils ont investi dans des iPhones pour prendre des belles photos, des appareils photo pour prendre des belles photos. Peut-être qu'ils ont pris Photoshop et cetera, ils se sont retrouvés à devoir faire de la vidéo. C'est vrai C'est qu'Insta, c'est full terrible, vidéo maintenant. c'est terrible. Alors l'algo, il est stimulé parce que tu postes des vidéos et pas des photos, genre poste toutes les photos que tu veux, l'algo sera pas stimulé, enfin des trucs comme ça, tu vois? Et il y a plein de réflexions sur la stratégie de communication et après il y a l'opérationnel. Ton calendrier éditorial, comment tu fonctionnes sur la production. C'est un truc
Genre, puis tu as la production, après tu as la diffusion. Mmh. C'est-à-dire que tu peux produire tout ton contenu sur, un jour et après, l'étaler sur plusieurs mois ou alors est-ce que tu produis 1 heure par jour et enfin, c'est des trucs, tu as même pas idée tant que tu mets pas les mains dans le Bah, cambouis. c'est exactement ça. Tu pas idée tant que tu mets pas les mains dans le cambouis, c'est ouf. Bah, tu vois, tu me parlais opérationnel là. Ouais. Parle-moi de toi et de ta partie opérationnelle à toi. Comment tu te gères niveau organisation, toi, aujourd'hui? Et donne-nous un petit peu tes outils favoris. Mon organisation, elle est un peu militaire. Je vais pas On mentir. veut savoir. C'est-à-dire que, en plus j'habite en région parisienne, donc tu es encore plus militaire que nulle part ailleurs parce que tu es obligé d'anticiper. Tu es obligé d'anticiper, que ton métro, il va faire n'importe quoi, donc tu es obligé d'avoir un deuxième chemin et machin et tout, bref. En gros, j'ai mes heures de travail qui sont fixes. Je vais pas dire 35 heures parce que bon, je suis en alternance, donc je suis pas 35 heures dans la boîte, mais j'ai mes heures qui sont bien définies. En start-up, souvent tu dois pas forcément arriver, enfin en tout cas c'est la culture de ma boîte, mais genre, on te dit souvent: «Tu peux arriver entre 9 heures et 10 heures». Tu vois? Moi, y a pas de ça en fait. J'arrive à 9 heures, je suis devant le bureau, devant mon ordi. Parce que si j'arrive pas à 9 heures, bah, en fait j'avancerai pas dans mes tâches, j'aurai pas assez de temps pour travailler et donc je devrais quitter plus tard. Si je quitte plus tard, bah, qu'est-ce qui se passe? Je peux pas travailler sur mes projets. Si je peux pas travailler sur mes projets, ça me saoule. Si je quitte plus tard, je peux pas aller à mes entraînements. Je peux pas aller à mes entraînements, ça me saoule. Heu, donc voilà, en fait, je suis obligée d'avoir une organisation très militaire. Donc je suis levée le matin. Le matin, je sais que si je dépasse une certaine heure, j'aurai pas mon bus et je vais devoir décaler ma journée Mmh. et dès le matin, ça me fout le seum. C'est-à-dire qu'à 7h30, je peux déjà avoir le seum dès la journée Ça commence bien. parce que je sais que c'est dead. Je sais que je vais devoir accélérer, diminuer mes pauses et cetera pour avancer et pouvoir faire mes trucs. Donc c'est très militaire et j'ai aussi la chance d'avoir un manager, qui me laisse beaucoup de flexibilité. Qui m'a dit, en gros, je lui ai dit: «Bah, voilà, moi, j'ai des entraînements tard le soir, enfin le soir plutôt, j'ai des projets, machin et tout. Est-ce qu'on peut se mettre OK sur les horaires et se dire que, bah, voilà, il y a des journées où je bosse plus que d'autres, où je quitte le bureau, mais j'étale mes heures autrement et cetera» et en gros, je suis assez flexible sur ça, donc il y a des journées où je vais plus bosser que d'autres. Heu, Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Bah, voilà, tout est calé dans mon Google Agenda. OK, donc les outils, c'est Jus Google Agenda. ju Ouais, jusqu'à, heu, le déjeuner que je vais avoir avec une pote. OK. Il est calé parfois même il est pas chronométré, mais je sais qu'au bout d'une certaine heure, je vais devoir y aller parce que je peux pas trop forcer, en fait. Il y a des jours où je vais voir des potes et je vais pas avoir forcément, je vais être un peu plus souple sur moi, sur mon emploi du temps, hein. Mais il y a des jours, je suis désolée, c'est chronométré. C'est comme ça parce que j'ai pas le choix, en fait. Si je veux faire tout ce que je veux faire, j'ai pas le choix. Mes potes, ils le comprennent, Mmh. c'est vachement cool, mais ça fait qu'il y a des moments, je suis pas là parfois, tu vois? Ouais. Tu Après, je suis pas quelqu'un qui sort le soir, j'aime pas trop ça. Je suis pas quelqu'un qui sorte beaucoup, je suis pas fêtarde. D'apparence, je suis pas une meuf cool, hein. Je fais pas la fête, Les gens ils me disent: «Mais comment tu fais pour vivre?» Parce que moi je trouve, il y a des trucs cool dans ma vie qui font que je suis heureuse comme ça. Par exemple, je sors pas le soir, mais qu'est-ce que je kiffe aller à mes entraînements le soir, tu vois? Mmh. C'est mon kiff max! Genre dis-moi on va faire du sport, mais me dis pas on va au resto, tu vois? Enfin j'aime bien les restos, mais dis-moi on va au sport et dis-moi pas on va au ciné, tu vois? Mmh. Dis-moi on va au sport, mais me dis pas on va aller faire, je sais pas, un bowling. C'est cool le bowling, mais viens on va faire du sport. Donc voilà, mais sinon je suis une meuf cool, hein, je rigole et tout. Chacun ses passions et Ouais, puis on vit en exact. fonction, tu vois? Ouais, c'est juste que j'ai moins le profil, d'une meuf, de 22 ans, Plus en région parisienne. standard, on va dire, ouais. Ouais, Je vois ce que tu veux dire. je casse les codes depuis le début. C'est bien, il faut continuer, ça, c'est important. Donc voilà. Après Notion, j'utilise beaucoup aussi, bah, pour mes to-do, mon organisation, pour nous là, pour le podcast et tout, sans Notion, on n'aurait rien fait du tout, je pense. Clairement, ouais. Ça, c'est évident. Tout est dessus, pour drafter mes posts LinkedIn, pour pour tout. Et parfois j'utilise Notes de iPhone, OK. quand je dois, prendre en note un truc vite fait et que je veux le retrouver sur mon Mac, juste après et tout. Ça m'aide pas mal aussi. Donc voilà, je dirais, Google Agenda, Notion et Notes. OK, 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 très clair. Autre sujet, on va parler un petit peu personal branding. Ouais, Bah, on voit un petit peu ton parcours, depuis ton lycée jusqu'à aujourd'hui, tu nous l'as raconté. ouais.
mais tu en parles, enfin, tu te présentes un petit peu, à ta manière sur les réseaux. En fait, le personal Ouais. branding, pour ceux qui ne savent pas, c'est la façon dont, les gens te perçoivent. C'est ta marque personnelle, en fait, voilà, c'est ça. C'est, Mmh. comment les gens s'identifient à toi. Comment tu te marketes? Ouais, exactement. Et toi, aujourd'hui, tu as un personal branding que moi, à titre perso, je valide fort, j'aime beaucoup. Et tu me disais même, récemment qu'on t'a même proposé un taf grâce à ça, donc ça, c'est cool. Ouais, Mais ouais. comment tu as commencé, toi, pour travailler un petit peu sur ce personal branding-là? Parce que moi, j'ai trop de potes, tu vois, qui me disent, de potes ou de connaissances qui me disent: «J'ai rien à dire sur LinkedIn, j'ai rien à raconter» et cetera. Tu vois, toi, maintenant, on sait un petit peu ton parcours. Mmh. Tu as commencé quelque part, comment tu as commencé? Il y a eu un épisode qui a été très game changer dans ma vie. C'est mon arrivée à Station F. En arrivant à Station F, donc dans l'entreprise de Barnabé.io, mon bureau, il était à côté du bureau des French Doers. OK. J'en ai fait un post LinkedIn, j'ai dit que j'avais la meilleure place de tout Station F et aujourd'hui, ils sont partis de Station F il y a 2 jours, ils sont partis de Station F et ça me j'ai été triste de les voir partir et j'étais très contente pour eux en même temps et en même temps, ça m'a juste rappelé à quel point, ma rencontre avec eux avait été game changer. Donc en gros, Station F, c'est des grands il y a des grands bureaux et parfois la start-up d'à côté, elle a sa chaise à côté de toi, comme à l'école limite, tu vois? Moi, la chaise à côté de moi, c'était, Florent Bonnefond. Donc j'étais très chanceuse et il s'avère que je suis quand même quelqu'un d'assez extraverti qui n'a pas peur d'aller parler aux gens. Donc je discute un peu avec eux et je discute surtout avec eux quand ils ont invité, ma boss, Céliane de la Salle à un comment ils appelaient ça? Un FD Talk pour parler, d'impact, d'entrepreneuriat à impact et c'était un sujet super intéressant, et donc moi quand la vidéo elle est sortie, je l'ai direct regardée, ça me permettait déjà d'en savoir plus sur l'entrepreneuriat impact et puis en savoir plus aussi sur, ma boss que j'avais rencontrée ça faisait pas très longtemps. L'épisode, il était aussi avec, Khadija Salomon, qui est, aussi entrepreneuse et qui gère l'entreprise, Le Falaf et franchement, si vous avez l'occasion d'aller goûter, les plats qu'elle propose, allez-y parce que c'est trop bon. C'est végé et c'est magnifiquement bon. Donc voilà, je l'ai fait goûter à j'ai rencontré un auditeur, à un événement. Hardy, si tu passes par là, dédicace. Et il y avait des stands pour manger, on est partis acheter, un falaf et lui, il kiffe la viande et il avait kiffé, le repas végétarien, donc vraiment allez-y. Instant pub terminé. Donc quand l'épisode est sorti, je l'ai regardé et j'ai voulu faire un feedback directement aux French Doers. Donc quand je vais au taf, c'était la première fois que je leur parlais, donc je dis: «Hey, salut, machin et tout. Écoute, bah, j'ai vu votre épisode, machin, c'était trop cool, j'ai appris plein de trucs et cetera, machin et tout». Donc je continue à regarder, vos épisodes, c'est super instructif et cetera et il y a un épisode qui m'est suggéré par YouTube sur leur chaîne qui est, sur le personal branding et je sais pas pourquoi ça me fait un tilt. Je dis: «Mais je connais le personal branding, ça me dit un truc ce mot et tout, ça m'intéresse» et c'était l'épisode avec, Marwan Ouada qui a été donc invité de notre podcast et Darena Senaji qui travaille, chez Welcome to the Jungle. Donc je regarde l'épisode, l'épisode il est super drôle, enfin vraiment, enfin il me fait trop rire, ça m'a fait trop rire. C'était bonne ambiance, on apprend plein de trucs. Marwan et Darena, ils ont des profils totalement différents, donc ils ont une manière de se marketer qui est totalement différente. Donc c'était super intéressant parce que tu dis, tu peux développer ton personal branding de manière différente et avoir, plein de likes et cetera et être connu et machin et qu'on te démarche et cetera, de différentes manières. Et j'accroche de ouf en fait. Je me dis: «Ils sont trop cool ces 2 là». Bah, qu'est-ce que je fais? Dans l'épisode, ils invitent à envoyer un message LinkedIn, call to action, action-réaction, moi je le fais. Donc j'envoie un message à Marwan, j'envoie un message à Darina. Marwan il répond super vite et cetera, et donc je les follow les 2. On se connecte et cetera et je commence à voir ce que fait Marwan. Parce que Marwan poste énormément, hein, et je commence à voir ce qu'il fait. Je commence à voir les gens, les personnes, qui like. En fait, heu, je commence à découvrir LinkedIn. Ah, je me dis: «Waouh!» Donc je commence à suivre Mad Alaves, Nina Ramen, Thibault Louis, heu, je découvre, grâce aux French Doers, Guillaume Houbèche, parce qu'il avait fait une longue interview. Donc je découvre La Lemlist et avec première, je Laurent crois, Lemoine de FD, ouais, ouais. tout à fait. Je découvre Lemlist aussi, vu que Marwan travaillait à Lemlist à l'époque. Donc je découvre toute la stratégie, qu'ils mettent en place, chez l'Empire, enfin chez Lemlist et je me dis: «Ouais, tu où là avant?» J'ai un truc à faire. Go, let's go. Donc en plus je suis à Station F, donc juste le fait d'être à Station F, tu peux juste poster sur ça, tu vois? Les gens ils trouvent ça trop cool, trop shiny. Clairement. Donc je fais un premier post
J'ai même pas 500 connexions. Mon post, il fait 50 likes et tout. Ça comme j'étais contente, je fais: «Ah mon post il a fait 50 likes, trop bien», alors que j'ai pas beaucoup de connexions et tout. Je suis contente et tout, après je fais d'autres posts, ils montent pas à 50 likes. C'est toujours comme ça. Ouais, c'est le 1er post, c'est une carte blanche, il fait souvent beaucoup de likes et après ciao. Après faut bosser la stratégie. Ouais, exactement. Donc bah, je me mets à faire des posts et tout, il y en a qui marchent, il y en a qui marchent pas et je commence à regarder les comptes qui donnent plein de conseils, donc Maude à la veste, Nina Ramen, Thibaut Louis. Même Marwan, à un moment, il donnait des conseils de copywriting et surtout, je prends YouTube et je termine YouTube. C'est-à-dire que je marque stratégie LinkedIn sur YouTube et je regarde toutes les vidéos. Donc, par exemple, il y avait une vidéo de Maud Alaves qu'elle avait fait avec Toinon Georget, qui est le CEO de Wallaxy, et qui parle de stratégie Avengers. Qu'est-ce qu'une stratégie Avengers sur LinkedIn? J'épluche tout et à chaque fois que je rencontre que je vois la vidéo avec une nouvelle personne, je lui envoie un message LinkedIn. Je dis juste: «Bah, salut, j'ai vu ta vidéo, merci, ça m'a appris ça, 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 trop cool». Voilà, juste j'engageais à peine le dialogue, il y avait même pas de Ça genre si la suffit. personne elle me répondait pas, c'était pas grave, au moins elle avait vu que j'avais regardé sa vidéo. Et toi non, il me répond et tout, il me dit: «Ah bah, c'est drôle parce que la vidéo elle a été filmée ça fait longtemps quand même, enregistrée ça fait longtemps. C'est drôle de voir qu'il y a encore des gens, qui la regardent et qui tombent dessus», tu vois? Donc en vrai, tu vois, juste en envoyant un message t'aide les gens parce que tu leur donnes une information précieuse et c'est intéressant la stratégie YouTube parce que ton contenu il est là et il bouge pas contrairement à un post LinkedIn qui vieillit et qui se perd dans les téno dans les ténèbres de de LinkedIn. Hem et donc voilà et donc je me mets à poster. Je me mets à poster. J'écris, je poste. Je vois qu'il y a différentes manières et en fait je teste, je teste, je teste, je teste jusqu'à le 1er post qui fasse 100 likes et en fait je parle de tout et de n'importe quoi. Mmh. J'ai même pas de stratégie de base, genre vraiment je suis étalée sur plein de trucs. Je parle d'entrepreneuriat, je parle des études, je parle de la vie d'étudiant, je parle de sport, je parle de santé, je parle des sujets qui me concernent et sur lesquels je travaille, tu vois, au quotidien. Et puis je me mets à parler de trouver une alternance, comment on trouve une alternance. Parce que je viens de banlieue, j'ai un prénom, arabe, heu, je porte le hijab, enfin j'ai pas mon dossier il est pas joli. Désolée, il est pas joli sur le papier. Dans la réalité, il est joli en vrai, mais dans la réalité de la vie, il est pas c'est pas le dossier avec lequel tu vas bosser facilement tout partout. Et pourtant j'ai réussi à intégrer des formations qui sont très sélectives, DUT, IAE. J'ai réussi à trouver des stages à chaque fois. Réussi à trouver des alternants une alternance et cetera et en fait, je me dis: «Mais c'était quoi la secret sauce?» Donc je me mets à dévoiler la secret sauce et là, quand je commence à parler d'alternance, ça commence à péter. Je fais mon 1er 100 likes, mon 2e 100 likes, truc de ouf. Plein de commentaires, je reçois des DM de gens qui me disent: «Merci» ou «C'est pas facile, moi aussi je cherche». Tu vois, il y a un truc qui se passe, tu vois? Genre, il y a des gens qui sont même pas concernés par les difficultés de trouver une alternance qui m'envoient juste de la force. Il y a des CEO d'agences qui likent mes posts, alors qu'ils sont même pas concernés par ce genre de problématique. En fait, je me dis, mais tu peux parler de diversité, tu peux parler de discrimination. Du moment que tu sais bien utiliser les mots, fais-toi plaisir, en fait. Mais il faut faire quand même attention, avec aux mots que tu utilises parce que parfois, tu peux bad buzzer. Clairement, ouais. Clairement. J'ai vu Et il plein y de a des bad buzz gens, sur LinkedIn, faut faire gaffe. ouais et bad buzzer parfois c'est pas grave, genre, les gens ils oublient, mais parfois ça te colle à la peau Ouais, ouais. et c'est mort pour toi. Ça dépend des bad buzz. Tu peux bad buzz en mode personne l'a vu et on s'en fout du coup si personne l'a vu. Mais Mmh. tu peux bad buzz en mode peu de gens l'ont vu, mais c'était clairement pas ouf ce que t'as dit, donc faut faire attention. Et là, ça te suit. Et bad buzz, beaucoup de gens l'ont vu et tu es dans une sale situation parce que tu as dit des choses qu'il fallait pas. Donc faut bien réfléchir à ce qu'on dit quand même et de la manière dont on le dit. Et donc voilà, bah, je continue mon petit train de vie, sur LinkedIn, je crée mon contenu, je parle en fait, quand tu parles du recrutement sur LinkedIn, forcément, ça marche beaucoup. Mmh, Mais en fait, je voulais pas parler du recrutement une énième fois, en plus, qui suis-je pour parler de recrutement? Pardon, hein. Mais je partageais mon expérience c'est ça. avec un peu d'humour, avec quelques références, qui me sont propres. Avec ta touche à toi, c'est ça, exactement. Avec ma touche à moi, en fait. J'ai été moi-même, donc parfois, il y a souvent des références à l'Algérie, tu vois? En mode forceuse, mais moi je les trouve drôles, ça me fait trop rire mes références, tu vois? Une fois j'ai mis un truc du style enfin j'en parlais une fois, mais j'ai mis un truc du style: «C'est aussi long qu'une demande de passeport algérien», tu vois? C'est des trucs, tu vois, où tu peux connecter avec les gens. S'ils savent que ils savent que faire des papiers c'est long et s'ils sont algériens, ils le savent encore plus, tu vois?
Et donc je fais des trucs comme ça, tu vois? Je teste, je parle aux gens, je fais: «De toute façon, tu enfin, je sais pas, j'ai 22 ans, j'étais en M1, qui qu'est-ce que tu C'est perds à ça, poster? Tu passes sales dans une grosse boîte, enfin, c'est ça. tu Juste vois?» reste au même poste et les gens vont s'identifier à toi automatiquement. On est je sais pas combien de millions en France. Mmh. C'est sûr qu'il y a au moins 1000 personnes qui te ressemblent, tu vois? Mmh. Donc Bah super oui, important. bah oui, totalement. Donc voilà le personal branding et il s'avère que la manière dont j'écris plaît à certaines personnes. Il y a certaines personnes qui m'ont dit: «J'aime beaucoup la manière dont tu amènes les choses. J'aime bien comment tu présentes tes idées». C'est très gratifiant parce que quand tu sais quand enfin le soir je prends mon PC, il est 22 heures, j'écris mes posts en fait, parce que c'est le seul moment où j'ai le temps. Le dimanche, j'écris mes posts, donc c'est des moments où je pourrais regarder Netflix si je les fais pas, et en fait, ces moments un peu de sacrifice, bah, quand les gens ils te font des retours dessus, c'est super gratifiant, tu vois? De voir aussitôt des retours. Younes, il le disait dans son épisode, parfois tu fais plein de choses et tu as pas de retour tout de suite et tu dois attendre plusieurs années parfois. Moi, j'ai pas été dans cette configuration-là. Au bout de 6 mois, 6 9 mois, j'avais déjà des retours. Donc c'était super gratifiant et je remercie toutes les personnes justement qui m'ont fait un joli retour. Je citerai pas de prénom parce que j'ai peur d'oublier des gens à chaque fois. Mais voilà et en fait, il y a des gens après qui commencent à me demander, qui me disent: «Ouais, ça te dit qu'on s'appelle? J'aime bien comment tu fais tes posts, j'aimerais bien avoir, ton retour, tes conseils et cetera». Bah, moi je dis: «OK», tu vois? J'ai pas de stratégie, j'ai juste une manière d'écrire, des pensées, une réflexion et je partage ma réflexion. Donc ça commence comme ça et en fait, au bout d'un moment, tu te donnes de la visibilité auprès de stagiaires, auprès d'alternants, puis auprès de managers et à la fin, ça finit auprès des CEO et en fait, je me suis déjà fait démarcher plusieurs fois pour participer à des projets, pour monter des projets, pour sourcer des gens, pour sourcer en gros, des enfin pour trouver des enfin placer des gens dans des boîtes, Mmh. hem, parce que les gens commençaient à penser que j'avais un réseau qualitatif, notamment d'étudiants qui avaient la niaque. On a commencé à me dire, proposer des missions de copywriting, de ghostwriting pardon. Donc voilà, juste en faisant, la Google sur LinkedIn en gros. Non, mais je dis ça, je me chambre un peu, mais en gros, c'est en faisant des posts sur LinkedIn que enfin, en réfléchi je dis ça de manière un peu légère, mais il y a toute une réflexion et du travail derrière. Mmh, bien sûr. C'est juste j'appuie juste sur le fait que tu as pas besoin d'avoir non plus une stratégie de l'espace pour commencer à poster. C'est ça Tu peux exactement. commencer à poster sans stratégie, parce que c'est dur de mettre en place une stratégie et le fait de commencer à poster peut te permettre de réfléchir à ta stratégie. C'est exactement ça. Voilà. Et tu rencontré des difficultés dans tout ça? Syndrome de l'imposteur un peu ou pas? Attends, je voulais juste dire un truc. J'ai refusé toutes les missions dernièrement. Je le dis parce que je suis, quand même salariée. J'ai refusé toutes les missions, hein. Je tiens à le dire. Bien, bien, bonne idée de le préciser. J'ai refusé toutes les missions ou du moins je les ai, comment on dit? Postpone, je les ai, décalées, tu vois? Ouais. J'ai plus tard. Pas maintenant. De toute façon, j'ai pas le temps. Mais, et j'ai envie de bien faire les choses, donc j'ai pas envie de faire ça de manière fatiguée. Mais ça aussi, c'est important. Quand vous êtes alternant et cetera, faut être transparent avec votre boss sur les missions que vous pouvez prendre à côté Mmh, et ne faites pas des choses, qui pourraient être, rentrées en compétition, avec l'activité de votre boîte, hein. Non, c'est pas du tout professionnel de faire des trucs comme ça clairement. et moi, quand je lance mon podcast ou quand il y a des gens qui m'appellent pour faire des choses et que je prends l'émission, bah, la plupart du temps, je le dis enfin tout le temps, je le dis à mon boss, tu vois? Parfois Transparence, hein. il ah oui, mais parfois il me dit: «Mais pourquoi tu me dis ça?» Tu vois? Je dis: «Bah, je suis transparent, c'est tout». Donc voilà. Et du coup, je te disais, ouais, tu rencontré des difficultés dans tout ça un peu? Et je parlais notamment du syndrome de l'imposteur, je sais pas si toi tu l'as eu? Ouais, je l'ai eu pendant il m'a giflé pendant, mon année d'entrepreneuse, diététicienne. Je savais ce que c'était le syndrome de l'imposteur, je pensais qu'il me toucherait jamais et en fait, il m'a giflé Il arrive vite, et hein, sans prévenir. il arrive et tu sais pas que c'est lui, en fait. Tu te rends pas compte et niaisement, je me suis retrouvée à avoir le syndrome de l'imposteur et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un élément déclencheur dans ma carrière professionnelle où je me suis sentie un peu, en danger. Je vais pas rentrer dans les détails, mais je me suis pas sentie à l'aise. Je me suis dit: «Il y a des trucs que tu maîtrises pas dans la situation là et je pense que ce serait intéressant de te faire accompagner pour avoir les bons mécanismes, pour avoir la bonne communication, pour avoir, les bons propos». Donc je me suis fait accompagner par une psychologue. Faut savoir que les psychologues, c'est des personnes qui t'apprennent à communiquer parfois. Genre c'est pas parce que tu as des gros traumas que tu vas aller chez une psychologue forcément. Tu peux aller chez une Clairement, ouais. psychologue
psychologue juste parce que tu sais pas parler. Des fois, c'est mal vu, hein. Les gens, ils pensent que c'est pour le C'est pas fou, con. mais pas du tout. Ouais, je le dis là parce qu'on me l'a déjà dit. On m'a déjà dit, quand j'ai dit: «Bah, les psychologues, c'est bien», on m'a déjà dit: «Mais je suis pas fou». Donc je me permets de montrer un peu de ma vie, personnelle et enfin, de santé, parce que je pense que ça peut aider les gens et que Clairement. ça peut débloquer, surtout que dans certaines, parfois même dans certaines communautés, c'est encore plus tabou dans la société et cetera. Donc moi, je dis: «Je suis partie voir une psy parce que j'avais des problèmes professionnels», tout simplement. OK. Et que quand vous avez des problèmes de management toxique, c'est aussi bien d'aller voir directement une psy pour lui exposer ce qui se passe. C'est Et bien. c'est rassurant parce que c'est une personne qui t'écoute, c'est une personne professionnelle qui t'écoute C'est et qui te ça. donne des vrais conseils Ce que j'allais dire, des fois, c'est bien actionnables. de discuter avec des gens qui savent t'écouter et qui savent te conseiller, tu vois? Mais c'est leur métier, Bah dis-toi, c'est ouais, leur métier de faire ça. c'est vrai. Il y a plein de gens qui usurpent le métier de psychologue, il y a des gens qui font 5 ans d'études pour savoir comment t'écouter et pour savoir comment te répondre et t'aider, même d'un point de vue professionnel. Mmh. Et moi, je me suis fait et j'ai pas honte de le dire. J'aurais pu m'en sortir peut-être toute seule, je sais pas. Mais là, à ce moment-là, je me suis dit: «OK, je vais aller voir une psy». Donc je suis partie voir une psy. Et c'est Elle OK. m'a dit ouais et c'est OK. Elle m'a dit: «Bah, écoute, je pense que tu as un syndrome de l'imposteur, donc on va travailler sur, ça». Et donc après, chez moi, j'avais des exercices à faire. Après, on en reparlait et ça m'a permis d'avancer et aujourd'hui, ces exercices, bah, je les connais. Ils sont sur une feuille, je peux les relire et avancer si le syndrome de l'imposteur me refrappe, en fait. Tout simplement. C'est des trucs bêtes et tu t'en sors, en fait, dans la vie. C'est ça. Peut-être pas pour toute la vie parce que peut-être que le syndrome de l'imposteur va te rattraper sur un autre truc et machin. Mais maintenant tu le connais le syndrome de l'imposteur, peut-être que le syndrome de l'imposteur, on m'attrapera sur le marketing. Il m'a déjà un peu attrapé sur le marketing parce que c'est normal de douter de soi. Mais maintenant je sais comment le vaincre, en fait. Je sais quels sont les mécanismes que tu peux mettre en place pour le vaincre, tu vois? Et voilà. Donc oui, j'ai rencontré des difficultés. J'ai rencontré des difficultés, de communication, j'ai rencontré des difficultés managériales. J'ai rencontré des difficultés aussi, dans ma communication, mais pas dans le fait de parler à quelqu'un, mais dans le fait de me promouvoir, de Mmh. développer mon activité. J'ai développé des difficultés, juste pour, mettre le bon IBAN, auprès de mon assurance pro et d'éviter de me prendre des amendes, enfin des majorations. Je me suis fait majorer dès mon premier versement parce que j'avais pas donné le bon IBAN, machin, enfin des trucs, comme ça, tu vois? Ma première année d'entrepreneuriat, elle a pas été très fructueuse. Quand j'étais diététicienne, mon business il était pas ouf. C'était pas, la plus grande réussite, mais finalement, c'est une réussite parce que ça m'a permis d'apprendre C'est ça. tellement en fait, j'ai fait toutes les erreurs du monde. Mauvaise communication, pas de cible, pas de régularité, penser que le marketing sert à rien et cetera. J'ai fait toutes les erreurs du monde, si bien qu'aujourd'hui, à 22 ans, bah, il y a des erreurs que je sais que je referai pas, en C'est fait. ça. Tu as appris et c'est le plus important. Mmh. C'est vraiment le plus important. Je pense que des fois, des gens se rendent pas compte à quel point c'est puissant de rater des trucs et d'apprendre. Ouais, Parce que quand on voit des gens qui font des boîtes à je ne sais pas combien de millions, pensez pas ouais, que c'est leur première boîte, hein. Il ouais, y a eu des projets avant, il y a eu des échecs et même dans leur boîte qui aujourd'hui vaut des millions, il y a eu des échecs, hein. Donc ouais. faut pas Bah, ouais, croire, moi, j'ai fait des trucs basiques d'entrepreneurs, qui savent pas s'y prendre. J'ai c'est ça, cassé mes hein, prix, je fais des promos, aujourd'hui, plus jamais je fais ça. et Aujourd'hui, t'apprends. aujourd'hui, tu me parles, je t'ai fait un bêta testing, personne n'est au courant que je suis en train de bêta tester, gratuitement. Mmh. Et je communique pas dessus. Mais par contre, le jour où je communique sur mon offre, tu peux être sûr que tu verras jamais un moins 10 Ah ouais, dessus. ah oui, clairement, clairement. Faut Donc savoir voilà. vendre, savoir se marketer, faut savoir faire les choses et tout ça, tu le sais en apprenant, en entreprenant et tout simplement. Ouais, OK, tout à fait. on va arriver, enfin, on arrive sur les dernières questions qui nous restent. Mmh. On commence par la première. C'est quoi pour toi les avantages et inconvénients à entreprendre quand on est étudiant? Si tu as un avantage et un inconvénient à donner, ce serait lequel? Bah, l'avantage, je pense qu'on l'a déroulé un peu tout au long de ce podcast, c'est que tu te crées une expérience et que tu te crées des ratés, des échecs que tu referas pas peut-être plus tard. Et donc ça fait qu'à 23 ans, quand tu finis tes études à peu près, il y en a qui les commencent à 23 ans, mais bref, quand tu arrives sur le marché du travail, tu arrives avec un truc en plus, alors que de base, c'était un truc en moins parce que tu avais raté, tu vois, on va dire. Tu arrives avec un truc de plus, tu arrives avec une expé, tu arrives, avec un truc en plus, ouais. Même quand tu es entrepreneur. C'est-à-dire que sur ta ton prochain projet, tu arrives déjà avec une expérience passée. Donc c'est le plus un principal avantage, je pense. C'est l'expérience que ça te donne et donc la maturité. Si tu as un minimum fut-fut, ça va t'apporter de la maturité.
Aujourd'hui, j'arrive à tenir des discussions, je dis pas que je suis au même niveau qu'eux, mais j'arrive à tenir certaines discussions avec des CEO, de 30 ans, tu vois? Mmh. Sur certains sujets et qui t'écoutent. Qui t'écoutent parce qu'ils ont vu que tu avais fait des trucs quand même, tu vois? C'est ça. Et il y en a beaucoup qui me disent, des personnes qui ont 30, 40 ans qui me disent: «Moi, à ton âge, je faisais pas ça. J'étais à des années-lumière de ça. J'étais pas du tout dans l'entrepreneuriat, j'avais pas ce degré de réflexion». Donc en fait, juste à toi de t'y mettre et d'arriver avec une longueur d'avance sur le marché. Donc ça, c'est l'avantage, vraiment. Et l'inconvénient, c'est la santé, en fait. OK. Heu, Quand tu entreprends, faut pas croire que c'est toujours tout beau tout rose, c'est dur. C'est dur, tu es fatigué, tu stresses et parfois, si tu es comme moi, tu somatises ton stress, c'est-à-dire que tu n'es pas au courant que tu es stressé. Mmh. Par contre, ton corps l'est et donc tu vas commencer à développer des douleurs, à avoir des maladies dermatologiques. Pour les meufs, tu vas commencer à avoir, un syndrome prémenstruel, très compliqué. Tu vas avoir, je sais pas, des règles douloureuses, tu vas avoir des maux de tête, tu vas être désagréable, heu, tous des trucs comme ça qu'on voit pas trop, qui c'est un peu tabou d'en parler aussi. De dire, «Bah, j'ai un peu délaissé ma santé pour entreprendre». Parce que tu le sens pas au début, tu sens pas que tu délaisses ta santé et souvent c'est un peu trop tard. Quand tu pas C'est trop tard dans le sens où tu es dans le curatif et pas dans le préventif quand tu te rends compte que ça va pas et donc c'est important, face à cet inconvénient dont je vous fais part, c'est important de faire de la prévention, en fait. De se dire: «Je vais peut-être être soumise à beaucoup de stress. Qu'est-ce que je peux faire pour anticiper cela? Qu'est-ce qui me fait du bien au quotidien? Est-ce que c'est respirer? Est-ce que c'est la méditation? Est-ce que le sport? Est-ce que c'est marcher?» Et c'est important de déceler les signes aussi qui font que ça va pas, et de se connaître soi-même, en fait, d'apprendre à se connaître soi-même pour se dire: «OK, là, j'étais énervée, j'ai mal parlé, à ma mère. Je pense que c'est parce que, ça va pas, donc step 1, je vais aller m'excuser. Step 2, je vais aller, lever le pied, je vais annuler deux trois trucs pour me reposer», tu vois? Et ça aussi, ça te fait grandir en maturité, mais plus sur le plan personnel, tout en étant toujours sur, le professionnel et heu et donc je trouve que ouais, ça c'est les avantages et les inconvénients. Mais encore une fois, même, à travers ces inconvénients, bah, tu apprends des choses, quoi, tu vois? Ouais, Ça reste toujours intéressant. ouais. OK. OK, OK. Et du coup, deuxième petite question pour toi là sur les questions de fin. Pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que tu un why profond qui fait que ça te pousse à faire, bah, tout ce que tu fais aujourd'hui? Parce que je suis folle. Non, je rigole. Heu, Je rigole, mais ça m'étonne même pas ta réponse en vrai. les gens qui me suivent sur LinkedIn, ça les choquera pas. Hem, Pourquoi je fais ça? Parce que, franchement la réponse elle est pas ultra stylée, hein. Parce que je sais pas rien faire et que je me suis pas bien quand je fais rien. Voilà, c'est la vraie réponse. Parce que, je déteste les vacances d'été, parce qu'elles sont trop longues et que rien faire pendant 2 semaines, c'est OK, tu mets pas plus longtemps, c'est-à-dire que je dois forcément trouver un truc à faire. Heu, c'est comme ça, c'est mon cerveau qui est comme ça. Quand il y a trop de vide dans mon cerveau, qu'il y a pas assez de sujets de réflexion, bah, je me sens pas bien, je commence à, avoir des idées dans tous les sens et c'est pas gérable et heu et je pense que, ouais, c'est à cause de ça que je fais plein de trucs. C'est mon cerveau, en fait, qui est un peu chelou et la deuxième raison, il y a un côté un peu workaholic chez moi, qui est sain et qui est malsain parfois, mais j'en suis consciente et c'est déjà un bon début. Heu et la deuxième raison, bah, en fait, c'est ma famille, mes parents. Moi, je suis, enfant d'immigrés. J'ai un papa qui est, transfuge de classe. Donc en gros, il est passé de la classe sociale, la plus basse à la classe sociale, on va dire la plus haute, heu, parce qu'il a énormément travaillé et en fait, ça normalement ça se fait en 6 générations ce qu'il a fait. Lui, il l'a fait dans sa vie et en fait, ça me met un truc du style, bah, c'est un moteur pour moi, tu vois? Même ma mère, elle a fait des études, elle a un master et tout, mes parents, ils ont fait des longues études, c'est un moteur pour moi, tu vois? Je me dis, bah, ils ont quitté leur pays, ils sont venus s'installer dans un autre pays, ils ont bossé de ouf et tout.
pour nous, tu vois? Et ils avaient pas parce qu'ils avaient pas YouTube, comme nous on l'a aujourd'hui, tu vois? Et en fait, je me dis: «Bah, juste pour ça, moi aussi j'ai envie de me la donner», tu vois? Les Mmh. rendre fiers et me rendre fière et continuer sur la lignée de ce que ma famille construit. Puisque ça a pas forcément commencé avec, mon père ou ma mère. Mon grand-père paternel aussi, il a fait la guerre, il s'est battu pour ses libertés. Il a fait la guerre d'indépendance algérienne, il a construit un business, il s'est formé, il a construit un business derrière. Il a changé de région pour aller dans une région qui n'avait rien à voir avec la sienne, heu et il a construit son business. Tu vois, juste pour ça, juste pour le fait que ma famille se batte depuis plusieurs générations pour avoir ce qu'elle veut, bah, d'où je m'autorise à ne pas me battre Mmh. pour avoir ce que je veux moi aussi, tu Ouais, vois? bien sûr. Ça c'est pas logique. Donc c'est un gros moteur. Mon why, je le puise, et c'est des personnes qui sont même pas vivantes, tu vois, parfois. Mmh. Qui des personnes qui dans ma famille, qui sont plus là, bah, ça me donne de la force, tu vois? Je me dis, dans leur vie, elles se sont donné genre, tous les moyens d'arriver à leur objectif. Elles ont fait des sacrifices de malades, genre de fous malades. Ils avaient pas les mêmes moyens que moi. Moi, j'ai tout, 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 tout et bah, let's go en fait, Pourquoi c'est tu y parti, arriverais genre pas, ouais, vas-y, c'est ça. tu vois? C'est ça, clairement. OK, je te Donc rejoins ouais. vachement là-dessus, en vrai, je te rejoins vachement là-dessus, je comprends de fou et non, en vrai, clair, net, précis, on sait pourquoi et c'est logique. Ouais. Hem, c'est quoi pour toi un ou une étudiant entrepreneur? C'est quelqu'un de stylé. C'est quelqu'un de stylé qui fait plein de trucs trop cool. Un étudiant entrepreneur, c'est quelqu'un qui a un projet. C'est un étudiant qui a un projet, voilà et qui commence à le mettre en place OK. et qui fait les choses comme dirait quelqu'un. J'adore cette expression, Hem, c'est ouf. qui commence à pas forcément qui fait les choses, je suis pas forcément d'accord sur le côté-là, mais qui commence à réfléchir, tu vois? Qui recherche et cetera, tu vois? Et qui à un moment va faire les choses quand même. Parce que faut pas trop réfléchir à un moment. Ouais, à un moment, faut passer à l'action quand même. Ouais, donc ça peut être quelqu'un, qui monte un projet caritatif, qui monte une assos, qui donne bénévolement des cours de c'est pas forcément un truc qui donne de l'argent, qui rapporte de l'argent, hein. Mmh. Ça peut être quelqu'un, qui donne, des cours de sport, qui est bénévole dans une assos, ça peut être quelqu'un, je sais pas, qui est intrapreneur et qui, initie un projet au sein de sa boîte. Enfin, il y a plein de manières d'entreprendre, Mmh. vraiment. Et pour moi, c'est juste un étudiant qui a un projet et qui commence à le dérouler. OK, très clair et est-ce que tu pourrais donner un conseil à une personne qui veut se lancer aujourd'hui, qui hésite ou qui réfléchit trop? Arrête de te poser des questions. Arrête de réfléchir. Arrête non, arrête pas de réfléchir, mais arrête de te poser des questions. Genre, au bout d'un moment, hem, c'est très important de se poser des questions. C'est très important de se poser les bonnes questions. Le problème, c'est que tu sais jamais si c'est une bonne question avant Mmh. avant d'avoir eu la vraie réponse. Mais, au bout d'un moment, en fait, c'est toutes ces questions, elles vont te bloquer parce que tu vas réussir à résoudre, certaines questions et ton cerveau, il va faire un truc, c'est qu'il va toujours trouver une autre question Ouais, c'est ça. et en fait, au bout d'un moment, tu as pas la réponse. Donc vas-y, fais, va, go, ouvre YouTube, marque, stratégie marketing, va sur LinkedIn, va follow les bonnes personnes, regarde ce qu'elles font. Mets-toi un fichier mets-toi un fichier documente, Google Drive là, note tout ce que tu apprends parce que moi c'est un gros défaut que j'ai, c'est que je documente pas assez. Documente, au bout d'un moment, tu verras que tu auras amassé des connaissances, tu verras que les personnes qui ont commencé, et qui en sont à un certain point aujourd'hui, elles avaient pas plus de connaissances que toi à la base et fais et arrête de poser des questions. Et après tu vas te reposer des questions quand tu auras commencé à faire les choses, mais c'est que la machine elle est lancée, c'est bon. Et ça par contre, je te rejoins vraiment de fou, documente ce que tu apprends parce Mmh. que ça va te servir et comme tu as dit, le jour où tu rouvres tout ça, tu vas voir: «Ah ouais, j'ai quand même appris beaucoup de choses». Moi, c'est quelque chose que je fais pas assez notamment, tu vois? Je lis des livres, mais j'écris pas souvent, ce que j'apprends dans ces livres-là Ouais, et en vrai, c'est dommage parce que des fois, j'oublie, tu vois? Juste j'oublie. ouais. Alors que si c'était noté, ça pourrait être stylé et tu vois, on parlait de personal branding juste avant. Mmh. Tu peux communiquer sur ces choses-là que tu as apprises, les choses que tu as Ouais, documentées, tu peux ouais, communiquer dessus. Il faut que tu dises que si toi hier, tu avais pas l'info, tu as regardé une vidéo YouTube, aujourd'hui tu l'as, il y a des gens dans ton cas, tu vois? Tu pas solo, il y a des gens qui aussi ne savent pas, n'ont pas l'info, partage-la, ouais, tu vois? ouais, Partage-la, donne ton ouais, avis, donne ton point de vue et communique en fait, tout simplement, ouais, tout simplement. ouais, de ouf, de ouf, de ouf. Hem Franchement, cette année, j'ai un regret, c'est de pas avoir documenté. Parce que, bah, justement, quand je repense à
au moment où j'ai commencé à regarder la première vidéo sur le personal branding des French Doers. Mmh. On mettra en barre d'infos. Et aujourd'hui où j'enregistre, mon épisode de podcast sur mon propre podcast. Alors ceci n'est pas un épisode narcissique, OK, ce n'est pas un jeu d'ego, heu, mais quand je remonte, jusqu'à là, je me dis: «Ça m'a appris plein de choses», tu vois? C'est relou que tu aies pas documenté, quel mois tu as appris quoi, tu as découvert quoi, tu as rencontré quelle personne. C'est trop dommage. Donc mais j'ai une bonne mémoire, donc ça va. Faut documenter à fond. Ouais, OK, et bah, voilà, Ipti, voilà. on arrive sur la fin, la vraie cette fois. Ouais, Où est-ce qu'on te retrouve? À part tu me sur le retrouves podcast entre deux podcasts. tu me retrouves sur LinkedIn, tu retrouveras le lien, mais en gros, Ipti tout court, c'est mon c'est pas mon nom sur LinkedIn, mais c'est mon URL. Sur, Instagram aussi, Ipti tout court, où tu marques étudiante entrepreneur, normalement tu me trouves. Il y aura le lien en dessous. Tu me retrouves là, dans les DM LinkedIn ou Instagram pour discuter. Carrément. Et si tu es à Station F, tu me retrouves à Station F, la moitié de la semaine. OK, et bah, sur toute Voilà, la partie digitale, de toute façon, on mettra ça en description de ce podcast, donc comme ça, vous ouais. aurez toutes les infos. Moi, j'espère vraiment que cet épisode, il aura comme enfin, ces épisodes-là qu'on enregistre, ils permettront que nos auditeurs, ils découvrent, mieux d'où on va, d'où l'on vient et ce qu'on peut faire Mmh. et tous les trucs bizarres qu'on peut faire jusqu'à arriver à un certain C'est le point. but, hein. C'est Ouais. le but, hein. Mmh, mmh mh. Et ben, écoute, toi, auditeur qui nous écoute actuellement, merci de nous avoir écoutés. Merci, Ouais, Ipti. avec plaisir. On a fini, sur tout ça après un petit peu plus d'une heure d'épisode, Je parle trop. et puis, on se dit à très vite pour un prochain. Yes, ciao, ciao. Ciao. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que l'épisode t'a sûrement plu. On est des fans de feedback, alors mets-nous un message en commentaire ou sur nos réseaux sociaux pour nous dire ce que tu en as pensé. Et si l'épisode t'a vraiment plu, n'oublie pas de nous mettre les 5 étoiles ou liker sur ta plateforme d'écoute. Ça nous aidera à avoir plus de visibilité. À bientôt pour un prochain épisode.